Bon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Olivier Bélgin-Carouette. Je suis professeur agrégé en enseignement supérieur comparé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Je suis aussi responsable du LIRES, le laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'enseignement supérieur. Le LIRES organise régulièrement les cycles de conférences publiques. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de recevoir Laurence Vallée. Donc, Laurence Vallée, qui est à la fois professeure d'économie au Collège d'Allemand, qui est aussi étudiante au doctorat à l'École nationale d'administration publique, l'ENAP, et qui va nous parler, en fait, aujourd'hui je reprendrai pas le titre exact, mais finalement, de l'administration et de la gouvernance dans le secteur collégial au Québec. Alors, Madame Vallée, je vous cède la parole. Oui. Bonjour, bonjour. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Donc, oui, c'est un travail que je fais depuis environ février, cet article-là de revue littérature. Je tiens à le dire tout de suite, c'est pas du tout une revue systématique parce que il y avait quand même beaucoup de contraintes temporelles liées à cet article-là. Mais ça fait environ 5 ans que je travaille sur les cégeps, de près ou de loin, par rapport à leur gouvernance, l'administration, etc. Puis ça fait environ 5 ans que je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur les cégeps encore. Et là, je voulais un petit peu me prouver de tort. Donc, je voulais trouver tout ce qui avait été fait sur les cégeps. Euh, Puis c'est très riche, en fait, la littérature sur l'administration des cégeps. C'est vraiment ça que ce travail-là m'a appris. Fait que je suis très contente de vous partager les résultats préliminaires en passant. Donc, je suis très ouverte aux commentaires, aux ajouts potentiels. Donc, je ne prévois pas terminer cet article-là avant l'été probablement. Donc, voilà, je vais commencer par partager ma présentation. En théorie, vous devriez voir ma présentation. Oui, Parfait. Donc, j'ai mis ici une photo du rapport parent, juste parce que je trouve que c'est assez parlant quand on parle de l'administration des cégeps, juste de voir la variété des gens qu'il y avait là. Tu sais. On a des hommes, on a des femmes, on a des religieux, des religieuses. Euh, Ça, je trouve que c'est vraiment symbolique de qu'est-ce que les cégeps sont aujourd'hui. C'est vraiment une création de l'État québécois, de la Révolution tranquille. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis le titre que j'ai mis, donc Les oubliés de l'administration publique québécoise, l'administration publique des cégeps. Et pourquoi c'est les oubliés? C'est parce que, comme plusieurs rapports l'ont noté, c'est que il y a comme un trou quand on parle des cégeps. Et il y a beaucoup, et là, je ne parle pas en termes de recherche, je parle vraiment en termes de mise à jour de réforme gouvernementale, qui a comme pas eu lieu dans les cégeps. Mon sous-titre, Un réseau qui fonctionne malgré lui, c'est parce que c'est pas c'est un réseau qui fonctionne. C'est effectivement ce que les études que j'ai lues disent. Et malgré lui, c'est parce qu'il y a beaucoup de tensions. Euh, mais tout fonctionne dans une espèce d'équilibre que je n'explique pas encore, mais qui est assez intéressant à explorer. Donc, justement, petite citation de Sadelier, pardon, j'oublie toujours comment prononcer votre nom. Donc, les cégeps semblent avoir échappé à la mise à niveau de la gouvernance publique. Et ça, c'est aussi un rapport de l'IGOPP qui a été publié en 2017 sur la gouvernance des cégeps qui appuie aussi cette citation-là. Fait que c'est vraiment l'ensemble de la thèse de ma revue littérature. Donc, juste un petit plan de la présentation. Donc, je vais vous introduire un petit peu à l'enjeu autour de ça, la méthodologie que j'ai empruntée. J'ai séparé les articles, les rapports, les thèses, etc., que j'ai lus en 5 grands axes, donc reliés soit à l'autonomie des cégeps, leur financement, le poids politique des syndicats et des syndicats des enseignants particulièrement. Ensuite, la relation des cégeps avec la reddition de comptes et l'assurance qualité. Et on termine avec l'impact socio-économique. Ensuite, discussion, recommandations, pistes de recherche futures. Tous ces points-là, plus vers la fin, c'est là que je vais peut-être requérir un petit peu plus votre intervention parce que je veux quand même que ce soit plus une discussion, disons. Fait que bien entendu, on commence avec le contexte. Donc, qu'est-ce que c'est les cégeps? Juste pour que tout le monde soit sur la même base. Et quand je parle des cégeps ici en ce moment, je parle surtout des établissements publics et moins des collèges privés parce que, ben, premièrement, c'est moins ma spécialité. Je connais beaucoup moins leur fonctionnement. Euh, et c'est ça, je m'intéresse surtout à l'administration publique.
Donc, il y en a 48 établis sur tout le territoire. Dans le fond, ils ont été créés en plusieurs vagues et l'importance avait vraiment été mise sur les régions. Donc, les cégeps, c'est vraiment là pour aider euh, à la démocratisation de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des régions au Québec. À chaque année, bon an, mal an, c'est environ 3 milliards de dollars qui est dépensé pour les cégeps, dont la moitié va directement au salaire des enseignants. Et je le précise tout de suite parce que c'est important à comprendre les enjeux par la suite. Et donc, c'est ça, démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, surtout pour les francophones et les régions. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a souvent eu un, donc, la contribution dépasse l'éducation. Donc, il y a une importance cruciale pour le domaine économique, social, technologique à travers la recherche qu'ils produisent, mais aussi simplement par avoir un cégep. Par exemple, je suis au Collège d'Alma, dans la ville d'Alma, au Lac-Saint-Jean. Le collège est une grande institution qui emploie plus de 200 personnes qui ont un baccalauréat, une maîtrise, peut-être un doctorat, dans une région où est-ce que c'est 13% de la population de 25 ans et plus qui a un diplôme universitaire. Point. Donc, pour des établissements en région, c'est assez important. Donc, malgré l'importance des cégeps, ils sont peu étudiés dans la littérature en administration publique. Et là, je précise bien en administration publique parce que euh, il y a des travaux qui se font sur les cégeps, mais généralement pas du côté de leur gouvernance. La majorité des textes que j'ai facilement trouvés, c'est des rapports additionnels, des mémoires, des thèses. Dans les journaux comme Canadian Journal of Higher Education, ils vont en parler parfois, mais souvent l'intérêt, tu sais, de ce genre de publication-là, c'est que ce soit applicable pour l'ensemble du Canada. Et là, quand on parle d'une spécificité québécoise, ça peut être plus difficile à valoriser pour ce genre voyons, de journal-là. Je dis pas qu'il n'y en a pas, je dis juste que ça n'a pas été mon objectif primaire d'aller regarder ces sources-là. Ça va venir plus tard cette année. Aussi, par exemple, aux États-Unis, il y a plusieurs journaux qui sont spécialisés sur les community colleges. Fait que c'est l'institution la plus similaire, je dirais, au cégep, mais encore une fois, c'est pas exactement pareil. Ça n'a pas du tout l'importance que ça a ici, les cégeps. Il y a le journal scientifique Pédagogie collégiale, mais comme son nom l'indique, c'est limité à la pédagogie. Euh, et donc, c'est principalement pour diffuser justement des nouvelles pratiques pédagogiques pour les conseillers pédagogiques au sein des cégeps. Fait qu'un un bon médium de diffusion, juste pas mon intérêt. Fait que les questions de recherche que je me suis ciblée pour vraiment être capable de bien répondre. Donc, la première, c'est la plus importante, c'est quels sont les effets des modèles de gouvernance et du financement sur la performance, les conditions de travail et l'impact socio-économique des cégeps. C'est vraiment ça qui a réduit mon angle d'approche, là. J'ai commencé avec une cinquantaine d'articles et il a fallu que je diminue à une vingtaine assez rapidement juste pour pouvoir respecter précisément cette question-là. Bien entendu, la majorité des thèses, des rapports, etc., ils ont des recommandations. Donc, je fais une petite synthèse de l'ensemble des recommandations, mais il y en a beaucoup. Et bien entendu, avec ça, on va ressortir les défis. Et on termine avec donc quelle dimension reste encore sous-étudiée. Et ça, c'est mon bout préféré. Et c'est là que je pense que je peux vous inspirer un petit peu. Mes critères d'inclusion, je vais passer brièvement là-dessus. Donc, ça devait être porté spécifiquement sur l'administration, la gouvernance, le financement. Ça devait être des travaux rigoureux avec des données vérifiables. J'ai inclus par contre un document plus descriptif administratif de la FNEC, CSN, parce que quand on parle des syndicats, des enseignants, il faut un petit peu. C'est souvent une des seules sources de documents primaires, je dirais pour comprendre c'est quoi les syndicats puis comment ils fonctionnent, parce que on va le voir, c'est central. Ensuite, je me limite aussi aux 10 dernières années, donc de 2015 à 2025. Et aussi, donc, ça devait vraiment aborder les enjeux d'administration de manière substantielle, pas juste un paragraphe en passant, même si parfois c'est intéressant. La méthodologie, je suis allée très, très, très simple. Ok, je suis allée sur Thèse Canada, puis sur le site de diffusion des programmes PAREA, et j'ai marqué Cégep. Et j'ai passé à travers tous les résultats. Ensuite, avec les articles des 10 dernières années, j'ai fait la méthode boule de neige, donc regarder la bibliographie pour m'assurer que j'avais le plus large corpus possible. Encore une fois, il y a eu plusieurs exclusions. Et j'ai eu en tout une vingtaine de documents. Je fais aussi brièvement les limites. Je suis la seule qui a travaillé là-dessus. Ce n'est pas une revue systématique.
Il y a beaucoup d'autres termes pertinents qui auraient pu être utilisés, donc réseau collégial, enseignement collégial, etc. Je ne l'ai pas fait parce que, encore une fois, contrainte de temps. Il y a quelques documents majeurs, ok, comme je le mentionne ici, comme les collèges après 50 ans du Conseil supérieur de l'éducation ou le rapport final sur la révision du modèle d'allocation des ressources. Ils n'ont pas été intégrés au corpus parce que ben, je les connais très bien de base. Et c'est surtout, ça m'a servi plus d'inspiration pour aller chercher d'autres documents, peut-être plus de la communauté scientifique, moins ministérielle, dans le fond. Le reste, je pense que ça va. Ça, c'est l'entièreté du corpus. Fait que je passe brièvement. C'est en gros la bibliographie si vous voulez retrouver les sources. On peut voir qu'en grande partie, donc 55%, c'est des rapports du programme PAREA. Et j'ai pas défini c'était quoi le programme PAREA. Peut-être que je devrais le faire, dans le fond. Je me souviens plus exactement c'est quoi le sigle, mais c'est un programme de recherche mené par le gouvernement provincial qui est fait pour subventionner des profs, des professeurs, des enseignants comme moi au collégial pour étudier le système collégial. Ça a une très grande portée plus pédagogique, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études sur la pédagogie, sur la réussite étudiante, etc. Mais il y a aussi des travaux sur euh, l'administration. Donc, on peut voir qu'en majorité, c'est ça. Suivi de mémoire ou thèse doctorale. Encore une fois, il y a beaucoup d'étudiants qui regardent les cégeps, beaucoup d'enseignants aussi, un peu comme moi, parce que je suis enseignante au collégial. Euh, ah, merci. Je suis enseignante au collégial et donc j'ai fait ma maîtrise et je fais présentement mon doctorat, encore une fois, sur l'étude des cégeps. L'étude d'échantillons, il y en a beaucoup qui abordent juste le réseau collégial dans son ensemble sans vraiment avoir un échantillon précis. 40% avaient une sélection assez large de cégep, donc entre 8 et 15 environ, là, en mode étude de cas. Je pense qu'il y avait seulement deux articles qui avaient un cas unique, qui vraiment regardait spécifiquement un cas de cégep, et un seul qui faisait une comparaison à l'international. Nombre de publications par année, on peut voir que c'est 2020, l'année la plus productrice. 2023, absolument aucune. Donc, encore une fois, c'est pas, on ne peut pas vraiment élaborer des causalités ou peu importe. C'est simplement une analyse descriptive. Si je change, voilà. Donc, les cinq tensions centrales du réseau collégial, je commence par la première, l'autonomie, parce que c'est la plus importante, puis c'est un des aspects qui, en fait, qui a été le plus étudié depuis la création des cégeps, parce que c'est vraiment un enjeu historique, là, dès sa création, ça a été un enjeu. À quel point les cégeps sont capables de prendre leurs propres décisions. Donc, c'est ça, je mets la définition ici. L'autonomie institutionnelle désigne la capacité d'un établissement à prendre des décisions stratégiques de façon indépendante, que ce soit en matière de programme, de finances, de gouvernance ou de relations de travail. Et ça, c'est un enjeu de tension récurrent parce que, en théorie, les cégeps sont des organismes indépendants, ben, euh, des organismes publics créés par décret, voilà. Sauf qu'en pratique, on va le voir, leur autonomie est contrainte par beaucoup de facteurs. Puis justement, ce petit tableau-là que j'ai fait assez relativement rapidement, ça fait juste une comparaison du niveau d'autonomie organisationnelle que les cégeps versus les universités ont. Particulièrement avec la création de programmes. Donc, les cégeps, avant toute élaboration de programme, doivent obtenir l'approbation du ministère et c'est vraiment dépôt, il faut qu'ils fassent un dépôt formel, une analyse sectorielle dans laquelle ils veulent créer un programme, etc. Du côté des universités, il y a aussi ce processus-là, mais il est quand même il est un peu moins ancré, je dirais. Par rapport à l'octroi de diplôme, c'est vraiment là la grosse différence entre les cégeps et l'université. Les cégeps n'octroient pas de diplôme à la formation régulière. Il y en octroie, par exemple, avec les attestations d'études collégiales à la formation continue. Mais comme on va le voir plus tard, la formation continue, elle a ses propres problèmes. Contrairement aux universités qui délivrent eux-mêmes leur diplôme. Le financement public, c'est aussi là une grande différence. Donc, 85% des revenus des cégeps viennent de subventions gouvernementales, contrairement à 50% pour les universités. Et ça, c'est quelque chose qui affecte assez fortement euh, leur autonomie. Un autre aspect que je vais mettre de l'avant, c'est les relations de travail, parce que ça, c'est assez important à comprendre. Donc, les universités, les conventions collectives de leurs enseignants, c'est négocié avec l'établissement. Donc, c'est vraiment des négociations locales. Sauf que pour le cégep, il y a deux grands regroupements de syndicats pour les enseignants
et c'est négocié à l'échelle provinciale. Donc, chaque établissement, donc la direction, par exemple, de mon cégep, n'a pas du tout affaire avec la négociation salariale qui se passe aux 3 4 ans à l'échelle provinciale. Fait que ça aussi, ça change beaucoup la dynamique, disons. Et pour chacun des axes, je fais une petite liste de documents concernés. Je ne vais pas passer énormément de temps là-dessus. C'est surtout pour que vous voyez que c'est très vaste, la méthodologie, les territoires ciblés, puis même les thèmes. Fait qu'il y a environ entre 5 et 10 articles qui concernent chaque axe. Fait que si on y va avec les contraintes face à l'autonomie des cégeps. Donc, qu'est-ce que je veux dire par contrainte normative, la première catégorie? Ben, c'est les normes. Peut-être, je n'utilise pas le terme normatif comme en économie où est-ce qu'on parle plus de recommandations, mais vraiment ici dans le terme de réglementaire. Donc, dans les règles spécifiquement de fonctionnement, de reddition de comptes, etc., qu'est-ce qui limite l'autonomie des cégeps? Donc, le cadre législatif actuel des cégeps a été, pour la dernière fois, mis à jour en 1993 avec le renouveau collégial. Depuis ce temps-là, il n'a pas vraiment été revu en profondeur. Euh, donc, bon, ça fait, je ne suis pas capable de calculer ça dans ma tête, mais ça fait une bonne trentaine d'années. Euh, à l'intérieur des établissements, il y a souvent des politiques internes qui ne sont pas mises à jour, qui sont très, très, comme je le sais de façon pratique, je le vois dans mon cégep, les politiques sont soit mises à jour, soit juste complètement ignorées, sont tablettées un petit peu. Il n'y a souvent pas d'audit interne. Donc, ça devient quand même difficile pour les établissements de se réguler eux-mêmes. Donc, ça, c'est le rapport de l'IGO-PP de 2017 sur la gouvernance des cégeps qui dit ça. Avec le renouveau collégial, il y a eu l'introduction des normes d'assurance qualité. Et là, les normes d'assurance qualité, on parle vraiment de la qualité de l'éducation donnée. Au début, ben, l'objectif, bien entendu, c'était d'avoir une perspective d'amélioration continue. Sauf que de plus en plus, ce que Monnier 2020, donc c'est une thèse doctorale pour celle-là, je vais juste faire une parenthèse donc, sur Monnier. Euh, Elle a fait une étude ethnométhodologique sur un cégep anonyme sur une très longue période de temps. Et cette thèse-là est très, très, très riche pour beaucoup, beaucoup d'enjeux. Je ne vais pas en parler au complet parce que c'est vraiment très difficile. Sauf que je vous conseille de le lire en détail. Même chose pour le rapport de Sylvie Desilliers qui a été publié cette année. Donc, si je reviens avec l'autonomie contrainte par les normes, donc il y a ces normes-là d'assurance qualité, de reddition de comptes qui sont très codifiées. Donc, vraiment, on veut le même format pour toutes les cégeps. Le mot d'ordre, c'est uniformité. Parce que c'est aussi l'intérêt des cégeps de démocratiser l'enseignement supérieur, que le diplôme de sciences humaines donné au Collège d'Alma est le même pour le cégep, et mon Dieu, le cégep de Sherbrooke. Donc, on évalue tous les cégeps sur les mêmes critères, sauf que le contexte va être radicalement différent, comme on va le voir plus tard. Durant la pandémie, et c'est ça que Mme de Sadelier a étudié, euh, la pandémie a permis de mettre au grand jour comment la gouvernance actuelle des cégeps est effectuée, surtout en période de crise. Donc, les décisions ont été très centralisées. Euh, et principalement par certains acteurs. Donc, bien entendu, on se rappelle qu'il y avait la santé publique, il y avait le ministère de l'Enseignement supérieur qui donnait des directives assez claires, relativement claires. Euh, et ensuite, les cégeps devaient intégrer ces décisions-là. Euh, mais c'est ça, donc ça a été fait assez de manière centralisée. J'ai inclus aussi une étude de Lemieux et Warren qui était sur le Conseil supérieur de l'éducation, qui, dans le fond, a exploré comment la création de cet organisme-là s'est déroulée au début de la Révolution tranquille. Euh, et donc, ce que j'ai trouvé assez éclairant là-dedans, c'est que les enjeux que je vous parle aujourd'hui, c'est exactement les enjeux que Lemieux et Warren ont aussi notés, mais au début des années 60. Donc, c'est vraiment un historique assez important qui est là depuis toujours. Fait que c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir un petit peu le mettre à jour. L'autonomie des cégeps,
et aussi contrainte de façon budgétaire. Et là, c'est là qu'on rentre dans ma spécialité. Mon mémoire de maîtrise, dans le fond, a été de formaliser, de mathématiser la formule de financement des cégeps. J'ai aussi travaillé sur la formule de financement des universités, donc je peux quand même assez facilement comparer les deux. Et ce que la littérature, moi, vous apprend, mais aussi appuyé par d'autres articles comme Duhem, l'IGOPP, Dupont, donc toutes d'autres, des planches aussi, et en 2016. Donc ça, c'est d'autres articles qui abordent tout aussi le financement de manière directe ou un peu plus indirecte. Mais la grande conclusion de ça, c'est que la formule de financement actuelle est extrêmement, premièrement, complexe à comprendre, à appliquer, à vérifier. Euh, et même juste dans sa forme, ok, c'est 337 pages de règlement, il n'y a pas de pagination. Et l'architecture même de la formule de financement crée parfois des discontinuités de financement. Donc, pour le même nombre d'étudiants, un cégep peut recevoir, je pense que c'est pour sciences de la nature, passer un certain seuil, il y a une différence de financement de 222 si on rajoute un étudiant. Euh, donc ça, c'est extrêmement complexe, autant pour les gestionnaires que les enseignants, que pour l'administration, plus au niveau ministériel. À l'intérieur j'avancerai pas tout de suite par rapport à la formule de financement parce que c'est le prochain enjeu. Mais juste en quoi ça concerne l'autonomie, c'est surtout que tout est balisé. Encore une fois, tout est compté, en guillemets, à la scène près. Euh, Ça ne veut pas dire que les cégeps n'ont aucune autonomie en matière budgétaire. À l'intérieur des enveloppes, il peut y avoir de l'argent qui bouge. Donc, la formule s'appelle le FABRES. Généralement, tout ce qui touche le FAB peut être joué, donc peut être modifié. Et même à l'intérieur du E, donc qui finance spécifiquement le salaire des enseignants, il y a du jeu. Donc, les cégeps vont recevoir un certain montant qui a été calculé avec la formule de financement pour le E. Sauf qu'après ça, la manière que le E est distribué à l'intérieur d'un établissement, c'est à la discrétion de la direction. Fait que, oui, c'est très normé, c'est très contraint, sauf qu'il y a quand même de la flexibilité aussi, là. Parenthèse sur la formation continue, par contre, elle est financée dans le fond, je vous disais, Fabrèse, c'est compliqué. Ben, le Fabrèse, la formation continue, c'est une coche au-dessus. Ok? C'est très complexe et elle a un mécanisme qui fait que on ne peut pas dépasser un certain seuil. Donc, même si, par exemple, un cégep a 2000 étudiants à la formation continue, si le cégep, selon la formule, dans le fond, il y a une allocation régionale que chaque région se fait donner par rapport à différents critères. Et ensuite, les cégeps au sein de la région vont se séparer l'enveloppe comme ils le veulent, à leur discrétion. Donc, dans ce contexte-là, par exemple, j'ai mes 2000 étudiants à la formation continue, mais disons que j'ai juste un financement maximum, ma part de l'allocation régionale, c'est, je sais pas moi, 100 000. Mais là, je suis comme, bon, mais mon 100 000, est-ce qu'il va me permettre d'offrir des services d'éducation à mes 2000 étudiants? Probablement pas. C'est que c'est là qu'il y a comme deux calculs qui se fait. Il y a le calcul théorique et il y a la part de l'allocation régionale. Et c'est explicitement mis dans la formule, il y a un maximum. Non, il y a un minimum dans le sens. On va prendre le plus petit chiffre des deux pour financer la formation continue. Donc, c'est comme couper l'herbe sous le pied à la croissance de la formation continue. Je ne sais pas si c'est ça l'objectif, mais c'est ce que moi, j'en ai interprété quand j'ai mathématisé la formation à distance. Ouais, on va passer sur le reste, merci. Ensuite, les contraintes opérationnelles, et c'est le dernier bout de l'autonomie. Donc, la contrainte opérationnelle, c'est les limites d'un établissement à l'interne, donc sur sa capacité à prendre des décisions puis à les faire. Euh, le rapport sur la gestion de la crise de la pandémie a montré que même s'il y avait des marges de manœuvre, en pratique, les cégeps ne l'ont pas utilisé à 100%. Donc, ils ont préféré suivre les consignes plutôt qu'innover localement. Euh, euh, Excusez-moi, ça fait un petit bout que j'ai fait cette présentation. Ok. Excusez-moi. Celui-là, c'est pas ma spécialité. Euh, à l'interne,
Donc, il y a beaucoup de comités, il y a beaucoup de paliers de direction. Et ça se parle pas tout. C'est ça que le cloisonnement interne, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'il va avoir une direction générale. Il va avoir une direction des études. Il va avoir une direction des ressources humaines. Il y a des comités comme voyons, le conseil d'administration, la commission des études, où en théorie, tous ces gens-là sont supposés se parler. Mais en pratique, tu sais, dans la vraie vie, c'est quand même assez difficile de tout faire bouger au même moment. Probablement que c'est un enjeu que les universités aussi connaissent, puis que d'autres organismes publics connaissent. Je crois pas que c'est exclusif au cégep. C'est juste que quand on commence à rentrer toutes les dynamiques subséquentes que je vais vous parler par rapport notamment aux relations de pouvoir, c'est là que ça devient intéressant. Fait que, petite citation, OK, ça, j'aime bien ceux-là. Donc, 1986, donc de Lemieux et Joubert, OK, comme je vous dis, ces enjeux-là, ça fait très longtemps que ça existe. Si les cégeps sont juridiquement des partenaires de l'État, dans les faits, les cégeps ont une plus ou moins grande autonomie par rapport au ministère de l'Éducation, mais aussi par rapport à ces centres que sont pour eux les centrales syndicales et la Fédération des cégeps. Donc, encore une fois, c'est historique, tout ce que je vous parle, c'est vraiment pas nouveau. Même chose sur Dupont. Si qui a étudié principalement donc, la réduction des subventions au collégial, si la réduction de l'enveloppe dévolue au cégep constitue une importante contrainte pour les administrations, le cadre réglementaire qui accompagne cette enveloppe pèse aussi lourdement sur l'autonomie dont jouissent les établissements d'enseignement collégiaux pour répartir et aménager les ressources dont ils disposent. Donc 2016, mais c'est encore courant aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, je continue. N'hésitez pas, si vous voulez, à m'interrompre pour ajouter quelque chose. Maintenant, le financement des cégeps. À mon avis, c'est mon opinion personnelle, c'est la chose la plus intéressante en ce qui concerne les cégeps. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est juste que pour moi, c'est structurant. Donc, le montant d'argent que reçoit les cégeps, c'est décidé par le ministère et ensuite mis en pratique, c'est utilisé par les établissements eux-mêmes. Donc, pour moi, c'est assez intéressant à observer ça. Je le répète, donc les cégeps sont très dépendants du gouvernement du Québec. Ils ont très peu de sources de revenus autonomes. Et dans le fond, la majorité du financement, environ 75 dépend de ce qu'on appelle les périodes étudiants semaines, donc les PES. Au niveau universitaire, ça s'appelle, leur équivalent serait des EETP, donc des étudiants en équivalent en temps complet. Mais c'est pas du tout la même chose. Donc, les PES, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, moi, je donne un cours cette session-ci de 13 étudiants sur 15 semaines et c'est un cours de 3 heures. Donc, le nombre de PES de mon cours, il faudrait faire 13, donc le nombre d'étudiants, fois 3, le nombre de périodes de cours. Donc, c'est ça. Ça ferait 13 fois 3. Encore une fois, je ne peux pas le faire dans ma tête, mais mon cours représente ce nombre de PES-là. Alors qu'au niveau universitaire, on regarderait les étudiants, OK, lesquels sont à temps plein. OK, mettons qu'ils sont tous à temps plein, ben voilà, tu as 13 EETP. Fait que c'est pas exactement la même chose. Ce qui est plus similaire, par contre, c'est les ETC. C'est pas les équivalents, ah oui, équivalents temps complet d'enseignants. Le E veut dire enseignant à temps complet, ETC. Et ça, c'est beaucoup plus similaire aux EETP. Parce que, dans le fond, le financement du volet E, qui subventionne donc les coûts d'enseignement. L'objectif, c'est de transformer les PES en une estimation du nombre d'enseignants à temps complet nécessaires pour enseigner à ces PES-là. Complètement différent de la philosophie qu'il y a au niveau universitaire. Et ça, en prenant en compte l'importance des syndicats, des enseignants, ça vient rajouter un niveau de complexité assez important. Il y a un peu moins de travaux qui s'intéressent au financement des universités, des cégeps, pardon. Donc, Desplanches, Vallée, Duhem. Il y avait aussi Dupont que j'ai oublié de rajouter. Le rapport de l'Université du Québec est assez intéressant. Donc, il fait une comparaison du financement des formations techniques au niveau collégial à travers le monde. Donc, compare avec l'Ontario, l'Australie, la France, l'Allemagne. Puis, une des conclusions intéressantes de ce rapport-là, c'est que on est assez unique au monde. Ce qui est le plus proche, c'est l'Ontario, mais même à ça, c'est pas très similaire.
C'est mon sujet préféré, sauf que je ne veux pas trop élaborer là-dessus. Qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez sur la complexité de la formule de financement? C'est que souvent, des individus vont être des individus. Là, je veux dire, autant les directions des cégeps, autant les conseillers pédagogiques, autant les gens au ministère, tous ces gens-là, souvent vont avoir une expertise très ciblée. Il va y avoir des experts, mettons, du volet A, parce qu'ils travaillent pour les services aux étudiants. Donc, le A, c'est pour les services aux étudiants, justement. Les enseignants, les syndicats vont très bien comprendre le volet E parce que c'est très lié aux conventions collectives. Les directions vont souvent bien comprendre le global au complet, mais pas les spécificités. Fait qu'avoir une expertise complète de comprendre l'ensemble du Favres, jusqu'à maintenant, j'en ai pas rencontré. Même moi, je ne me considère pas spécialiste de l'ensemble du Favres parce que j'ai pas regardé le F, ni le B, ni le R, ni le S. J'ai juste regardé le A puis le E qui représentent la majorité du financement. Et encore une fois, j'ai pas énormément d'années d'expérience là-dedans, fait qu'il y a probablement beaucoup de choses qui m'échappent encore. Fait en sachant cela, et quand on regarde en plus la complexité des règles d'allocation, euh, ça m'étonne et ça me chagrine un petit peu. Juste pour vous dire, la différence entre le volet A et le volet 2, c'est quand même assez flagrant. Le volet A, c'est exactement la même chose que le financement universitaire. C'est-à-dire que c'est basé sur le nombre d'étudiants il y a 2 ans, mais c'est lissé sur une moyenne de 5 ans. Donc, on choisit le plus grand chiffre entre le financement à l'année non, le nombre d'étudiants à l'année témoin 2 versus le nombre d'étudiants sur la moyenne de témoin 4. Ouais, témoin 4 à témoin 2, sur les 3 années d'avant. Fait que le volet A, les activités pédagogiques, une des plaintes que j'entends le plus souvent vraiment des praticiens, là, des conseillers pédagogiques, par exemple, c'est que c'est pas un financement aux besoins actuels. C'est-à-dire que c'est toujours un besoin en décalé. Fait que si une année, il y a plus d'étudiants à besoins particuliers, ben, ils ne verront pas le financement là, immédiatement, ils vont l'avoir dans 2 ans. Ce qui est pas ben, ce qui peut être assez dérangeant. Je sais que l'ensemble du système universitaire est financé de cette manière-là. Je ne sais pas s'il y a des plaintes à ce niveau-là, mais juste pour vous dire cette ressemblance-là. Pour le volet E, par contre, c'est ce qui finance le coût des enseignants directement. Et comme ça doit suivre de très près, donc le nombre d'étudiants, c'est combien le nombre d'étudiants se traduit en nombre d'enseignants, ben, il faut que ce soit actuel, le plus actuel possible. Et donc, ça peut avoir des variations budgétaires extrêmement importantes parce que si une session, il y a moins d'étudiants que prévu ou il y a plus de gens qui décrochent, etc., ben, le cégep peut voir son financement diminuer. Il y a même le concept de sur- et sous-embauche. Donc, ça, c'est dans les règles budgétaires. Dans le fond, c'est que si un cégep, une année, prévoit recevoir plus de financement, parce que tout est fait en prévision hein, dans le volet E, parce qu'il faut de l'argent avant que les étudiants arrivent. Donc, il y a tout un travail de prévision des effectifs. Sauf que si on réalise que, en fait, le cégep a eu trop d'argent, trop de financement pour le volet E, ben, il va être en sur-embauche. Donc, il va devoir rembourser, donc établir un plan de réduction d'effectifs sur plusieurs années pour rembourser cette surembauche-là. Même chose pour la sous-embauche, mais là, cette fois-ci, c'est à l'avantage du cégep. Et ça, concrètement, moi, je l'ai vécu à mon cégep, qu'on était en surembauche, donc il a fallu qu'on réduise certains postes, etc. Donc, ça rajoute un grand niveau de complexité à toute la gestion parce qu'on a les deux en même temps. On a le financement décalé, puis on a le financement très sensible. Même chose pour la formation en continu. Il y a la formation à distance aussi qui était abordée par Duhem. Il dit que le cégep à distance, donc l'organisme, reçoit 100% du financement, même pour des étudiants qui seraient envoyés par d'autres cégeps. Donc, ce qui n'est pas nécessairement le fun pour l'équité budgétaire. Il note aussi un important manque de transparence. Donc, et ça, je crois que moi aussi, en fait, je le dénonce dans mon mémoire. Donc, tout ce qui est par rapport à la transparence budgétaire, c'est très difficile. Il y a ça fait quelques années, depuis 2020 ou 2021 maintenant, que les RFA, donc les rapports financiers annuels des cégeps, sont disponibles publiquement sans devoir passer par une demande d'accès à l'information. Fait qu'on peut voir maintenant
pour l'ensemble des cégeps, on peut voir leur rapport financier annuel, sauf que c'est vraiment pas un document facile à lire, là, c'est vraiment un document comptable. Il n'y a aucune synthèse comme dans les règles budgétaires universitaires à la fin du document, c'est beaucoup d'annexes qui dit combien telle université, ben, l'ensemble des universités a reçu pour une subvention, pour l'autre, etc. Parce que ça se fait bien, il y a 18 universités. On a 48 cégeps publics. Donc, c'est sûr que je comprends qu'on n'a pas ces tableaux synthèses-là, mais quand même, on n'a aucune idée. Ça a été très difficile pour mon mémoire de savoir combien un cégep reçoit pour le volet E, pour le volet A, etc., etc. Donc, un manque de transparence ici. On sort aussi d'une période de compression budgétaire, donc des années 2015 à 2016. Donc des compressions de 100, oh mon Dieu, 2011 à 2015, pardon, des compressions de 175 millions. Et ça, c'est pas sans rappeler actuellement, on est en gel d'embauche, je crois. Il y a beaucoup de, par exemple, à mon cégep, ils voulaient rénover la bibliothèque. On allait commencer, mais là, à cause voyons, à cause de tout ce qui se passe, on peut pas le construire du tout parce que gel d'embauche, on réduit le plus possible les dépenses, etc. Donc, toujours actuel. C'est bizarre ce cité, là, mais je veux vraiment vous l'ancrer dans la tête que le niveau de complexité du régime budgétaire et financier des cégeps, là, ça rend la vie difficile pour tout le monde. Pas juste pour les chercheurs, pas juste pour les praticiens, même pas pour le ministère. J'ai rencontré les gens qui ont créé la formule de financement et qui la gèrent au jour le jour. Puis j'avais quelques questions qui n'étaient même pas capables de me répondre parce que c'était trop précis, ça faisait trop longtemps qu'ils n'étaient pas allés dans telle section, etc. Dupont dénonce un réseau à deux vitesses. Et c'est aussi une des conclusions de mon mémoire. Ben, si on associe les deux ensemble, on peut arriver à la conclusion. C'est quoi? C'est que les régions, les cégeps de région, sont désavantagés par la formule de financement actuelle. Dupont dit que c'est ceux-là qui sont le plus précarisés par les compressions du gouvernement. Moi, ce que je rajoute à ça, c'est que dans mon mémoire, j'ai vu que ben, juste le fait que les revenus moyens d'un enseignant au collégial en région est plus faible qu'une rémunération d'un étudiant, par exemple, à Montréal ou à Québec. Et ça, je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi, parce que c'est la même convention collective. Fait que ça veut dire qu'il y a différentes caractéristiques qui font que ça fait varier le salaire. Et pourquoi c'est important? Pourquoi je parle de rémunération des enseignants? C'est parce que le volet E, une fois que le nombre de TC est trouvé, à partir du nombre d'étudiants, on vient multiplier le nombre d'étudiants, voyons, d'enseignants en temps complet avec la rémunération moyenne de chaque cégep. Fait qu'au lieu d'avoir un prix pareil pour tous les cégeps, par exemple, un revenu moyen de 100 000 par exemple, c'est chaque cégep va avoir sa propre rémunération moyenne. Et c'est ça qui va déterminer la subvention pour le volet E. Fait que la rémunération moyenne normalisée, elle est extrêmement importante et stratégique pour les cégeps. C'est un chiffre qu'ils peuvent contrôler, euh, notamment par la libération d'enseignants. Donc, si on libère des enseignants, ça veut dire qu'on les décharge de leur charge d'enseignement pour faire autre chose, un projet de recherche par exemple. Ben ça les enlève du calcul de la moyenne. Et donc, si on enlève les plus petits chiffres, par exemple les enseignants précaires, ben ça fait monter la moyenne. Donc, c'est un jeu qui est possible de faire. Euh, et là, si je vous dis que les régions ont des salaires moins élevés, ben automatiquement, ils vont recevoir un financement moins élevé. Aussi, les cégeps des régions ont généralement un bassin de population plus faible. Ils ont moins de compétition inter-collège, sauf que ils ont littéralement, si la région se vide, par exemple, je ne sais plus si c'est encore le cas, je ne penserais pas, ben, il y avait un déclin de population assez important dans les régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, la Côte-Nord, etc. Ben, s'il y a un déclin du nombre d'étudiants et il y a il y a un salaire plus petit, ça fait vraiment des subventions moins importantes. Aussi, un enjeu qui est particulièrement pertinent aujourd'hui, même si justement c'est des sources de presque 10 ans, c'est que justement le déclin de l'effectif étudiant a amené les cégeps de région à dépendre beaucoup plus des étudiants à l'international. Et c'est effectivement ce que je constate à mon cégep, mais aussi au niveau universitaire aussi, à l'UQAC, c'est un peu la même chose. Puis, c'est la conclusion de plusieurs rapports. C'est la venue d'étudiants internationaux est venue
faire survivre certains programmes qui allaient tout simplement être éliminés. Fait qu'il y a une grande dépendance aux étudiants internationaux, puis avec la culture actuelle, en tout cas l'attitude actuelle du gouvernement par rapport à l'immigration, ça met en cause un petit peu la survie de ces cégeps-là. Si on rentre maintenant au poids politique des syndicats, je dirais c'est la section la plus sensible, je dirais, de la présentation. Euh, Tout d'abord, pourquoi aborder les syndicats? Ben, ils sont centraux. Ben, premièrement, c'est eux qui offrent les services d'enseignement. Euh, et les syndicats des enseignants sont très forts parce que c'est un collectif national, mais qui a voyons, euh, des syndicats locaux aussi qui dépendent de la grande centrale. Euh, et le rôle des syndicats au fil des ans, et encore une fois, ce n'est pas nouveau, euh, a été montré à plusieurs reprises. Euh, c'est ça, ça conditionne la capacité de ces cégeps à s'adapter aux réformes, gérer leur personnel, mettre en œuvre des stratégies de développement au sein même des établissements. Ils sont impliqués dans la reddition de comptes, dans l'autonomie locale et l'application des politiques ministérielles. Pour vous mettre au parfum, donc il y a deux grandes centrales syndicales, la FNEC-CSN et la FEC-CSQ. Encore une fois, des conventions négociées au niveau provincial, mais application locale. Euh, et les syndicats ont besoin, dans le fond, c'est vraiment écrit à plusieurs reprises, par exemple dans la formule de financement ou dans les textes de loi, peu importe, c'est qu'ils ont vraiment un rôle décisionnel très important. Par exemple, je vous parlais de l'allocation du volet E au sein d'un cégep. Ben ça, dans le fond, ça veut dire, par exemple, OK, sciences nat, tu reçois 10 profs. OK, musique, tu reçois 5 profs à temps plein en termes de financement. Ben, ce plan d'allocation-là, il doit être approuvé par le syndicat. Fait que juste là, en partant, c'est assez important. Puis justement, ce rôle d'approbation-là, puis d'évaluation-là, même si c'est pas écrit qu'ils devraient avoir une opinion, des fois, ils le font mettre de l'avant. Euh, euh, Ici, il y a plusieurs travaux qui abordent les syndicats de manière indirecte, mais le seul qui en parle vraiment directement, je dirais, c'est lui de Metto, Jacob et Clément. Très intéressant sur l'efficacité collective des professeurs de cégep sur la performance organisationnelle. Fait que c'est vraiment une analyse statistique sur l'efficacité collective sur 12 cégeps. Fait que c'est très intéressant aussi, puis les résultats concordent assez bien. Fait que premièrement, les syndicats ne se limitent pas à défendre des intérêts catégoriels, ils sont vraiment activement impliqués dans toute la gestion des cégeps parce qu'ils vont interpréter puis appliquer les politiques locales. Fait que ça a notamment été vrai durant la pandémie, mais c'est vrai aussi à un niveau vraiment plus micro. Si je donne un exemple, ben, en fait, je ne sais pas si j'ai le droit de donner cet exemple, fait que je vais l'anonymiser, disons. C'est plus facile, c'est très facile pour les enseignants de dire, OK, on s'en va en boycott. On va boycotter telle politique parce que ça touche notre autonomie professionnelle. L'autonomie professionnelle est extrêmement mise de l'avant par les syndicats. Et qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est la capacité pour les enseignants de décider ce qu'ils font dans leur classe. Et ça, c'est très difficile à concorder avec une application d'assurance qualité et reddition de compte. Donc, on a d'un côté les syndicats qui veulent la collégialité. Donc, ici, là, sur le plan idéologique, les syndicats diffusent une vision politique de la gouvernance basée sur la collégialité, l'égalité statutaire, la gestion en pair. Et là, d'un autre côté, on a la reddition de compte qui veut de l'uniformité, qui veut des indicateurs de performance, qui essaie de contrôler un petit peu ce qui se passe dans la classe, mais en théorie, ils n'ont pas le droit, dans le sens que c'est deux mondes séparés qui cohabitent ensemble. Ce que je mentionne aussi dans mon mémoire, c'est que les conventions collectives sont nommées à plusieurs reprises directement dans la formule de financement. On fait référence à des articles spécifiques des conventions collectives. Et quand j'en ai parlé aux écrivains de cette formule-là, ce que j'en ai compris, c'est que c'est très difficile de modifier ces annexes-là, et c'est les annexes les plus fondamentales, le volet E, volet A, parce que justement, c'est dépendant des conventions collectives. Fait que comme toute réforme sur les deux plus importants volets, le volet A et E, vont nécessiter une collaboration des syndicats.
ce qui est assez étonnant, puis pas du tout ce qu'on retrouverait au niveau universitaire. Et aussi dans plusieurs rapports, donc de Sadelir, Roy, IGOPP, on recense des actes de blocage, de boycott, euh, de grève. Donc tout ça, c'est des choses qui arrivent assez souvent, mais c'est le boycott des évaluations d'enseignement qui revient le plus souvent. Et encore une fois, plusieurs citations de Sadelier parce que je trouve que c'est vraiment le travail qui met le plus en valeur cet enjeu-là. Donc, pour les auteurs, il y a une crise syndicale dans un contexte où, au niveau local, les acteurs se regroupent et se distinguent en deux solitudes, évoluant dans un milieu institutionnel fractionné. Fait que ça, ces deux solitudes-là, je pense que c'est vraiment la meilleure image que c'est possible d'avoir du milieu collégial. D'un côté, il y aurait des gestionnaires tournés vers le contrôle et la nécessité d'une gestion efficace, rationnelle et économe empreinte d'une culture corporative. D'un autre côté, il y aurait des enseignants tournés vers les exigences de spécialistes détenteurs d'une compétence élevée, centrée sur le rôle et l'autonomie, la créativité et la qualification professionnelle. Entre les deux, il y aurait peu ou pas de communication. Donc, le régime en place est hyper centralisé, ce qui a engendré des conventions collectives extrêmement complexes qui restreignent de façon considérable la capacité des gestionnaires et des employés à convenir à des aménagements. Et aussi, le passage, la troisième citation, c'est plus vieux que ce que je vous parle aujourd'hui, donc 2008, mais ça illustre très bien le problème. Donc, selon Jean-Noël Tremblay, la moyenne de vie d'un directeur général et de celle d'un directeur des services pédagogiques n'était pas très longue. Les enseignants souhaitant protéger leur autonomie dans leur choix pédagogique et protéger l'autonomie départementale dont ils bénéficient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ils ont la longévité, les enseignants, c'est surtout ça. Surtout quand ils ont leur permanence, il n'y a absolument rien qui peut les faire partir, là. Et ensuite, dernière citation de la FNEC-CSM, donc c'est vraiment un document, dans le fond, qui explique le fonctionnement des départements au sein des cégeps. Et ils mettent l'accent là-dessus à plusieurs reprises. Donc, répétons-le. Les enseignantes et les enseignants de cégep, experts dans leur domaine, sont de loin les mieux placés pour déterminer les priorités pédagogiques en fonction des besoins des étudiantes et des étudiants dans un environnement où l'évolution des savoirs et des technologies est de plus en plus rapide. Fait que c'est vraiment un message très porté par les syndicats de cette autonomie-là, sauf que parfois, ça se traduit directement en boycott systématique. Ce qui peut pas être fameux dans l'avancement de l'innovation pédagogique. Je reviens sur la page d'avant. La conclusion de Meta, Jacob et Clément, c'est que quand on est dans un climat de confiance, de coopération, c'est là que les syndicats vont devenir des partenaires facilitants. Donc, c'est là qu'ils vont devenir des médiateurs plutôt que des batailleurs. Et c'est quand tout ça agit de manière collaborative que là, on atteint un haut niveau d'efficacité des enseignants tel qu'ils le définissent. Fait que c'est pas mauvais. C'est ça que j'essaie de communiquer. En ce moment, c'est très tendu. Euh, Sauf qu'à mon avis, les syndicats peuvent être un outil de développement des cégeps à ne pas mettre de côté. Côté reddition de comptes et assurance qualité, ben, vous commencez un petit peu à connaître l'enjeu. Donc, c'est vraiment depuis le renouveau collégial en 93, je le répète, que l'assurance qualité et la reddition de comptes ont été amenées. Et au fil des ans, avec la commission d'évaluation d'enseignement collégial, donc la CEEC, ça a été de plus en plus important. Donc, tout ce qu'on parle de production documentaire. Donc, c'est ça ici que je jase un petit peu. La production de documentaires et la reddition de comptes, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, c'est les politiques institutionnelles. Donc, il y a la PIEP et il y a la PIEA. Donc, ça, c'est la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages et la politique institutionnelle d'évaluation, oh mon Dieu, PIA, évaluation d'apprentissage, PIEP, mon Dieu, j'ai oublié le P, pédagogique, je pense. Il y a des plans stratégiques et il y a aussi des systèmes d'assurance qualité. Et à chaque année, donc, les cégeps doivent produire ces documents-là. Ben, pas les politiques institutionnelles, là. C'est généralement aux 10 ans, disons. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que Monnier a noté que le cadre légal de la CESC n'a pas été modifié, mais qu'au fil des ans, au fil des dizaines d'années, euh, ils ont de plus en plus demandé de reddition de compte. Et ça a comme complexifié un petit peu le monde de l'assurance qualité et de la reddition de compte. Petite note, et là, ce n'est pas appuyé par la littérature, donc je ne peux pas le confirmer que c'est le cas dans l'ensemble des cégeps.
Mais de mon expérience, il n'y a pas d'évaluation systématique des enseignants permanents, euh, justement au nom de leur autonomie professionnelle. Par contre, il y a une évaluation des enseignants précaires durant les 3 premières années d'enseignement. Et les méthodes d'évaluation, c'est laissé à la discrétion des établissements. Ça peut être très sommaire, comme ça peut l'être plus développé. Je ne sais pas. Il faut un trou dans la littérature à rechercher. Encore une fois, plusieurs documents qui abordent le thème soit directement, soit indirectement. Donc, les plus grands travaux sur la reddition de comptes, c'est ceux de Monnier, ceux de Roy aussi. Et les autres, c'est un peu plus de manière indirecte. Euh, qu'est-ce que la littérature conclut? C'est qu'on a vraiment une culture de productivisme textuel. C'est-à-dire qu'on va demander des documents qui doivent respecter un certain format. Euh, et c'est tout. Il ne va pas nécessairement avoir de suivi par rapport à ça. Il n'y a pas d'audit qui est nécessaire de la part des établissements. Ça alourdit les processus internes, sauf qu'on n'a aucune idée si ça fonctionne. Donc, on ne sait pas s'il y a une amélioration de la pédagogie à la suite voyons, de la création de tous ces rapports-là. Monnier indique que les conseillers pédagogiques, donc qui doivent être en théorie des agents de soutien à la pédagogie, en fait, sont devenus des agents de conformité. Donc, c'est eux qui sont responsables d'appliquer les procédures de reddition de compte au final. Et quand je dis reddition de compte, ça devient quasiment redondant avec assurance qualité parce que est-ce qu'on mesure vraiment la qualité ou est-ce qu'on demande de la reddition de compte? Et là, en rajoutant à ça les syndicats et l'autonomie professionnelle des enseignants, avec les conseillers pédagogiques qui ont un rôle maintenant de vérificateur, ça aide pas un climat de confiance et de collaboration, disons. Pendant la pandémie, ça s'est exacerbé encore plus de production de documentaires pour montrer leur conformité aux règles, ce qui fait du sens parce que c'est ce que le système récompense, en fait. Sauf que malgré cette multiplication d'exigences de reddition de comptes, la gouvernance interne des cégeps demeure faiblement structurée, donc des politiques internes non révisées, des mécanismes de contrôle incomplets, une transparence limitée. Donc, le MES a écrit en 2020 un rapport d'évaluation sur le programme PAREA, donc sur le programme de subvention de recherche. Et ce qu'il indique, c'est que bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets pédagogiques qui soient financés, ils sont beaux, c'est des beaux rapports, leur diffusion reste très marginale. Parce que autant les conseillers pédagogiques n'ont pas le temps de lire tout ça, et juste le mécanisme de publication de ces rapports-là n'est pas très valorisé. C'est aussi pour ça que je voulais vraiment beaucoup faire cette recherche-là, pour justement valoriser la recherche au niveau collégial. Et Bettencourt, 2005, c'est hors de mon cercle de 10 ans. Sauf que ce que j'aime beaucoup, c'est que Bettencourt a vraiment fait une analyse de deux cégeps. Puis regarder vraiment la différence entre ces deux contextes-là. Puis à voir que la culture organisationnelle locale influence énormément à quel point la reddition de comptes va être utilisée comme outil versus comme contrainte bureaucratique. Donc, dans un cégep, c'était très lourd, c'était pas utile. Sauf que dans un autre, c'était utilisé comme début de conversation d'amélioration pédagogique, par exemple. Fait que c'est très local, disons, comme application. C'est ça. Donc, Monnier confirme ce que je dis. Donc, les enseignants sont attachés à leur relation pédagogique et à leur autonomie professionnelle. Les services pédagogiques visent l'application de procédures pointant la qualité de l'enseignement des programmes, tout en respectant les attentes de la CESC. La direction est préoccupée par le positionnement du cégep dans le réseau et développe des stratégies pour attirer les clientèles étudiantes et professionnelles. Donc là, on voit déjà les trois acteurs un petit peu les plus importants. Et avec ça, il y a le syndicat. Euh, On approche tranquillement de la fin. Je sais Oui, je qu'il sais, restait mais beaucoup de diapos. j'approche de la fin aussi, là. Bon. On est justement au dernier impact socio-économique. Et encore une fois, je vais aller relativement rapidement là-dessus. Beaucoup de travaux qui s'intéressent là-dessus, notamment les travaux de Fortin et Al en 2022, dans le fond, une étude statistique de méthodes de différence en différentes, donc analyse causale sur l'impact de l'introduction des cégeps sur la scolarité. Très intéressant. Sinon, il y en a beaucoup d'autres, comme vous le voyez. Et là, c'est très positif. OK? On était dans le négatif, mais
je veux vraiment terminer sur une note positive parce que tout ce que les travaux disent, c'est que les cégeps ont réussi leur mission. Leur mission était de démocratiser l'enseignement supérieur aux francophones. C'est exactement ce qui s'est passé. Leur mission était de soutenir l'économie locale. C'est ce qui s'est passé. Les centres collégiaux de transfert de technologie ben, sont très présents. La recherche au collégial se situe vraiment à ce niveau-là. Puis c'est souvent plus dans les régions euh, qui sont plus importants. Les étudiants internationaux, donc des retombées économiques très importantes, 60 millions de dollars par année. Donc, c'est ce qui soutient même certains programmes techniques, comme je l'ai déjà mentionné. C'est sûr que c'est critiqué, c'est pas parfait. Euh, il y a l'offre de formation à distance qui n'est pas du tout uniformisée à ce moment-ci et c'est encore plus criant aujourd'hui en mode post-pandémie. Il y a le virage numérique à accueillir, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je voulais être assez positive sur la fin. Euh, hum, donc, la réforme collégiale basée sur l'institution du cégep a rempli avec succès son objectif explicite d'accroître la scolarisation au Québec, bien qu'on ait reproché au cégep de temps à autre de nuire au développement universitaire et d'isoler la province du mode scolaire nord-américain traditionnel. Le soutien populaire à cette institution ne se dément pas au fil du temps. Fait que des citations comme ça, j'en ai plein. Euh, c'est très positif. C'est pour ça que l'administration collégiale, c'est un petit peu, ils réussissent, mais malgré lui. Et c'est pour ça que c'est une question. Qu'est-ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation? Donc, l'autonomie des cégeps, c'est inséparable du financement et de la reddition de comptes. Donc, les trois vont s'influencer entre eux et interagissent constamment entre eux. Même si la loi leur reconnaît une certaine autonomie, c'est pas le cas par les normes, par le financement, etc. Donc, c'est très complexe. Du côté il ne faut pas oublier, la reddition de compte, ça coûte du financement. Hein. Je sais que Olivier, tu as déjà écrit des choses sur le sujet, il me semble, mais au niveau universitaire, pas collégial. Mais j'aimerais bien ça, voir l'importance de la reddition de compte au niveau collégial. Il ne faut pas oublier que les syndicats sont aussi à l'intersection de l'autonomie, du financement, de la reddition de comptes. Donc, j'aime bien beaucoup la page ici, donc liberté académique au cégep, bien, mais on peut faire mieux. Donc, ils sont toujours en mode dénonciation. Et ensuite, les disparités institutionnelles et régionales aggravent toutes ces tensions. Parce que les cégeps urbains, ils ont l'enjeu de la concurrence pour attirer des étudiants. Sauf que les cégeps en région, ils font face à une dévitalisation démographique, donc deux enjeux complètement différents. Le financement qui est basé sur les effectifs, ben, ça fait que ça renforce toutes ces incitations-là. Puis on voit aussi que la culture organisationnelle est très importante sur l'intégration des règles budgétaires, des règles de reddition de compte, de l'autonomie des syndicats, des enseignants, pardon. Donc à ne pas oublier. Et c'est là qu'on arrive à la portion de la présentation où j'ai besoin de votre aide. Les recommandations générales. Les pistes de recherche futures, à mon avis, je pourrais avoir fait une présentation uniquement sur ces deux points-là. C'est pour ça que je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus parce que c'est encore trop vaste comme champ de recherche, à mon avis. Euh, et je suis encore trop débutante dans le sujet pour bien vous guider encore. Donc, c'est pour ça que j'arrive au mot de la fin. Donc, je vous rappelle que ça, c'est un travail préliminaire, encore une fois, pas une revue systématique. Il y a beaucoup de dimensions que je n'ai pas abordées. Euh, je promue le développement d'un regroupement spécifique. Donc, je sais, on se rencontre ici avec le LIRES. Ben, j'aimerais peut-être ça avoir une petite page qui indique la recherche sur les cégeps particulièrement. Je rappelle que le réseau collégial est unique au monde. Et là, je viens de vous montrer qu'il a fonctionné. Fait que je me dis que un petit peu de fierté québécoise, on pourrait le promouvoir à l'international. On pourrait rendre ce modèle-là collégial peut-être plus standardisé, disons, de le développer peut-être en modèle théorique d'administration, de gouvernance de l'enseignement supérieur. Parce qu'à mon avis, le modèle collégial, ça mérite d'être compris, mieux reconnu, autant par nous, les chercheurs, que par les praticiens, que par les administrateurs au niveau ministériel. Parce qu'il a réussi sa mission. Donc voilà, je complète ma présentation sur ça.
Merci beaucoup, Laurence, pour votre présentation extrêmement vaste et inspirant. Je sais que certaines personnes doivent quitter. Je vais peut-être tout de suite ouvrir aux questions s'il y en a qui veulent tout de suite en poser une avant de